Voilà, ravi de vous retrouver pour cette visio, justement, de l'Agora des directeurs du recouvrement sur le thème l'impact des mesures sanitaires sur la gestion des dossiers contentieux et sur le surendettement. Avant d'accueillir notre invité, je souhaite remercier chaleureusement nos partenaires qui sont fidèles, toujours là malgré les conditions un peu difficiles. Opportunity, qui est une plateforme de management automatisé des conversations clients. Cabot Financial France, filiale française du leader mondial du crédit management. Qualco, éditeur de solutions technologiques sur la globalité du cycle de vie de la dette pour les procédures de recouvrement. Et remerciements également à notre partenaire institutionnel, la FIGEC, Fédération nationale de l'information d'entreprise, de la gestion de créances et de l'enquête civile. Voilà, je vous rappelle aussi qu'il y a un nouveau format d'émission qui s'appelle Face aux associations, qui est actuellement en ligne, avec pour le premier numéro Sébastien Bouchindom, délégué général de la FIGEC, justement. Voilà, sur votre écran, vous pouvez épingler Benjamin Souhaité, ce qui fait que vous aurez l'émission en grand sur votre écran. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ce mot épinglé informatique est un peu compliqué. Voilà. En tout cas, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Béguéry, directeur des particuliers à la Banque de France. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Merci d'être là. Juste avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous préciser votre rôle justement auprès des particuliers? Alors, c'est en lien avec une vieille mission de la Banque de France maintenant qui puise, on va dire, son histoire dans les années 80. D'abord, le droit au compte, qui date de 1984. Le surendettement qui date de 1989. Plus ancien et plus dispersé en date, il y a aussi les fichiers d'incidents, le FICP, le fichier central d'échecs et le FNCI. Et puis, il y a des missions plus récentes comme la promotion des dispositifs d'inclusion bancaire, avec l'Observatoire de l'inclusion bancaire, le microcrédit. Voilà en substance le périmètre de ma direction. D'accord. Alors, je vous propose qu'on justement rentre dans le vif du sujet, mais faisons un petit point sur l'actualité de la procédure. Quelques chiffres peut-être à nous donner sur les dossiers de surendettement actuellement. Et j'imagine qu'avec la crise du Covid, c'est pas très bon. Enfin, en tout cas pour Eh bien, écoutez, pour les l'instant, statistiques. non, c'est vrai. Si on replace dans une perspective un peu de quelques années, on a une baisse tendancielle des dossiers de surendettement. Je pense que les personnes qui nous écoutent en ont la connaissance. Ouais. Cette baisse s'est poursuivie jusqu'au mois de février. Et à partir du mois de mars, évidemment, on a connu une baisse sensible des dépôts de dossiers, bien qu'on ait toujours accueilli les dossiers. Les banques de France, à travers tout le territoire, ont continué à recevoir des dossiers de surendettement par courrier. Mais néanmoins, de mars jusqu'à fin août, début septembre, on a eu une baisse du nombre de dossiers déposés d'environ 30%. Ouais, Et depuis 30%. septembre, on est revenu à une certaine normalité, au sens, à un rythme qui est à peu près semblable à ce qui existait avant le confinement. Du fait de la pause de l'été? Alors, traditionnellement, le mois d'août est creux, D'accord. y compris au surendettement. Il y a un regain en septembre, mais disons qu'on retrouve finalement des flux normaux, habituels. Septembre 2020, pour vous donner un ordre d'idée, est très comparable au flux qu'on a enregistré en septembre 2019, à 1,5% près. Mais en même temps, en disant ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet report qui s'est encore manifesté, il n'y a pas non plus d'augmentation. Et les 15 premiers jours d'octobre sont sur le même ton, c'est-à-dire que finalement, à ce stade, bien entendu, je ne dis pas que ça va durer, mais tout se passe comme si on reprenait le cours des choses comme ça existait avant le Covid, sans qu'il y ait ni effet report, ni un afflux de dossiers nouveaux qui serait généré par la situation socio-économique. D'accord. Est-ce que peut-être on attend un décalage et que ça va se concrétiser plus à la fin de l'année? Alors, la question, c'est Augmentation quand et combien. Ouais. Il ne fait pas de doute de mon point de vue, mais c'est quand même un pronostic Oui, bien sûr, bien sûr. qu'il va y avoir une augmentation dans les mois à venir. Tout concourt à le laisser penser. Après, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le surendettement, ce n'est pas un indicateur avancé de la conjoncture. C'est plutôt quelque chose qui vient en décalage. C'est ça. On l'a vu, par exemple, lors de la crise de 2008. C'est en 2009 qu'il y a eu une augmentation de 15% sur l'année 2009. Donc, ce n'est pas forcément le même scénario qui va se reproduire, mais ça donne quand même un point de repère. Ouais. Et donc, ce que l'on présage probablement, c'est que s'il y a une augmentation, elle sera plutôt en 2021, voire éventuellement un peu tard en 2021. Ça ne veut pas dire en fin d'année, mais peut-être pas dès janvier, février. Le temps finalement que des difficultés puissent réellement apparaître, on parle de plan de licenciement, donc c'est à voir et à venir dans la plupart des cas. Lorsque des difficultés se concrétisent chez certains de nos concitoyens, il faut le temps que finalement ils prennent conscience des solutions qui s'offrent à eux.
ensuite qu'ils aient l'idée de déposer un dossier de surendettement, qu'ils le constituent. Donc tout ça fait un effet retard qui peut se comprendre en mois. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un mix de solutions qui ont été proposées depuis un an et peut-être même de nouvelles depuis l'arrivée du Covid? Alors, le dispositif législatif est relativement stabilisé. Il a connu beaucoup d'évolutions depuis 20 ans. Ouais. La dernière en date, c'était en 2018. Là, il y a une stabilité réglementaire qui est, de mon point de vue, assez bienvenue. On a dans la boîte à outils à peu près tout ce qu'il faut pour traiter les différents cas de figure qui se présentent à nous. Et pour l'instant, donc, il n'y a pas de nouveauté réglementaire, mais il n'y en a pas forcément besoin. Et d'autre part, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas une hausse des dossiers, on n'a pas de choses qui traduiraient qu'on a des situations atypiques par rapport à celles que l'on a traitées depuis des années. Vous savez que le surendettement depuis 20 ans, ce n'était pas le cas au départ, mais c'est le cas quand même depuis maintenant près de 2 décennies. La plupart, pas tous, mais la plupart des gens qui déposent, c'est lié à ce qu'on appelle un accident de la vie. Alors c'est un terme un peu réducteur, mais il garde sa validité, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui ont forcément abusé du crédit à situation égale, c'est des personnes qui ont fait face à un moment donné à un choc exogène. Ouais. Donc ça peut être un licenciement, une séparation, une baisse de revenus liée à une maladie, un divorce, ça peut être aussi un passage à la retraite non anticipé. Et donc, c'est quelque chose qui fait que jusqu'à un certain point, elles étaient en mesure de régler leurs dettes, et à un point donné, elles n'en ont plus été capables. Donc, on voit par là qu'on est déjà habitué à traiter des situations qui sont causées, par exemple, par un licenciement. Donc, si ce que beaucoup de gens pressentent se traduit, eh ben, on saura faire face de la même façon. Et par rapport au mix de solutions, en 2020, j'ai préparé une diapo, je vais la passer très rapidement parce que il ne faut pas non plus trop casser les pieds à l'assistance avec des diapositives, mais voilà, ça c'est le mix de solutions. Alors, c'est les 4 grandes catégories de solutions, il y a des raffinements en dessous, mais c'est dans le détail desquels je n'entre pas. Bon, on voit que sur 2020 par rapport à 2019, il y a des petites variations, mais de mon point de vue, elles ne sont pas significatives, à la fois parce qu'il y a eu moins de dossiers et parce que de toute façon, c'est normal que d'une année sur l'autre, il y ait des variations de quelques pourcentages. Mais à très grands traits, on voit à peu près 5% de dossiers irrecevables, c'est-à-dire qui sont refoulés de la procédure. Et après, dans ce qui reste, il y a 6% de clôturés, voire pour des motifs divers. Et après, la répartition se fait parmi les autres, à peu près à 55-45 entre des solutions d'effacement complètes et puis des mesures de réaménagement qui peuvent d'ailleurs comprendre une part d'effacement partiel. D'accord. Alors, vous avez mené je rappelle encore une fois que nos amis qui nous suivent peuvent, bien évidemment, poser des questions en direct. Profitez-en, s'il y a un sujet qui vous interpelle là, au fur et à mesure qu'on déroule avec Marc, eh bien, utilisez le chat en haut à droite et écrivez-nous vos courtes questions. Vous avez mené une enquête sur les surendettés qui est sortie en mars dernier, donc au moment où la Covid est arrivée. Quels en sont les derniers enseignements? En tout cas, ce sont les derniers. Alors, c'est effectivement une enquête qui portait sur les dossiers qui ont été traités en 2019. Oui. Il n'y a pas de raison à ce stade de penser que les dossiers qui ont été déposés jusqu'à présent traduiront, lorsqu'on fera l'enquête en début d'année prochaine, une modification en termes de profil. Ce que je viens de dire ne préjuge pas en revanche de ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Mais on sera très attentif à voir les éventuelles distorsions de profil sociologique qu'il peut y avoir entre les gens qui ont déposé un dossier jusqu'à présent et puis ceux qui les déposeraient dans l'année à venir. Alors pour revenir à notre dernière enquête, ce que ça traduit, c'est simplement un profil socio-économique très dégradé. Donc là, effectivement, je peux peut-être vous passer les plus fortes, les éléments les plus précis. Oui. Donc, ce qui est peut-être particulièrement frappant, c'est 56% des débiteurs qui ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté monétaire, qui est égal, vous le savez, à un peu plus de 1 000 € par mois. Une forte proportion également de personnes qui sont au chômage ou inactives. Et bien entendu, une très forte proportion de personnes qui sont locataires ou hébergées à titre gratuit, ainsi qu'en parallèle, un patrimoine très faible. Globalement, quand on regarde l'endettement, ça représentait à peu près un endettement global de un peu plus de 6 milliards d'euros, qui se répartit en 3 tiers pas tout à fait égaux. Il y a un tiers, on va dire, de crédit conso, un tiers crédit IMO et un tiers charge courante. Simplement, il y a des tiers qui sont un tout petit peu plus élevés que d'autres. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut en retirer, c'est-à-dire des dossiers de surendettement
avec 14% seulement des dossiers qui sont des dossiers de personnes qui sont accédant à la propriété ou propriétaires, donc avec un crédit immobilier en cours, et une très grande majorité de personnes qui sont avec des revenus très faibles, Ouais. en situation de locataire ou d'hébergement. D'hébergement gratuit. On peut revoir, j'ai une question à poser, mais si on pouvait revoir, merci beaucoup à la régie. Je vois en titre la forte réduction du nombre de situations de surendettement depuis 5 ans, moins 38%. Mais j'imagine que dans les 2, 3, 4 années à venir, ça va changer ce chiffre. L'impact va forcément être très important. Alors, très important ou important, ce sera à voir. Encore une fois, je constate qu'en 2009, pardon, mais ce n'était pas forcément exactement comparable. Oui. On a eu une augmentation de 15%, ce qui est important, Ouais. mais ce qui n'est pas non plus énorme. D'accord. Alors, il faut voir que la situation diffère quand même sur un point, c'est qu'en 2008-2009, donc c'était à peu près 20 ans après le démarrage de la procédure, on avait été sur un train haussier quasiment ininterrompu. Oui. Depuis l'origine, il y avait eu des petites stabilisations, mais le nombre de dossiers avait toujours augmenté, quelle que soit la conjoncture économique. D'accord. À partir de 2014-2015, on a eu pour la première fois de l'histoire de la procédure une décrue qui a été constante ces 5 dernières années. À la fois d'ailleurs sur ce qu'on appelle les situations de primo-dépôt, c'est-à-dire les personnes qui sont nouvellement surendettées, ou ce qu'on appelle les redépôts, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà déposé un dossier avant et qui redéposent. D'accord. Alors, selon toute vraisemblance, effectivement, cette belle tendance qui nous satisfait tous va s'inverser. Pour l'instant, encore une fois, à ce stade, au moment où on se parle, ça ne se concrétise pas, mais immanquablement, on va avoir une remontée. Alors, on a fait des projections, Oui, c'est justement la mais question qui que je voulais vous poser. qui sont des projections très hypothétiques. Bien sûr, Donc, toujours. je dirais, toute projection. pour l'instant, dans un scénario fort, on se projette en 2021 sur une augmentation de l'ordre de 20%. D'accord. Mais ça, c'est le scénario haut. Avec des possibilités, effectivement, en fonction de l'évolution de la conjoncture, que ça soit finalement moindre que ça. D'accord. Alors, vous pourrez me reprendre de voler l'an prochain si jamais il s'avère que je me suis complètement planté. On sait bien que ce sont des projections. C'est pas une science exacte, On est mais d'accord. disons, c'est ce sur quoi on table. D'accord. Bon, on souhaite que ça soit pas autant que ça. On le souhaite également. Je regarde. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Le son était coupé à un moment donné. Est-ce que c'est bon pour le son en régie? Tout le monde nous entend? A priori, j'espère. Oui, Parfait. Toujours pas de questions? N'hésitez pas, profitez de Marc, il est à votre disposition, il ne sera pas là pendant des heures, donc profitez-en. On essaiera d'y répondre au mieux. De toute façon, s'il y a des coupures de son, je pourrais dire tout ce que je veux, donc allez-y. Exactement. Alors, il y a une innovation qui arrive au mois de décembre pour Noël, c'est un cadeau de Noël, c'est la possibilité de mise en ligne des dossiers de surendettement des particuliers. Donc les gens vont pouvoir le faire eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer très précisément et comment vous allez communiquer justement pour informer le particulier? Alors, c'est pour la première fois effectivement la possibilité pour tout particulier de saisir son dossier de surendettement en ligne. Alors, je précise que bien entendu, c'est absolument pas exclusif des canaux qu'on met à disposition jusqu'à présent, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, les personnes qui sont concernées pourront soit se déplacer au guichet de la Banque de France, soit adresser leur dossier par courrier, par voie postale. Donc on garde Donc les anciennes façons de faire, tout à fait. Mais on modernise aussi. On est de toute façon face à un public qui est très hétérogène. Ouais. Alors il ne faut pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a, j'irai dans le public, des gens qui sont parfaitement outillés et capables de télétransmettre leur dossier. Et ça revêt un caractère pratique pour eux. Ils peuvent le faire à n'importe quelle heure de chez eux. Bien sûr. Et par ailleurs, le dossier, bon, ça, je dirais que ce n'est pas un avantage déterminant, mais sera transmis instantanément. Ils pourront imprimer leur attestation de dépôt instantanément. Ils perdront quelques jours de moins par rapport à l'envoi postal, tout simplement. Et ils gagneront quelques euros de plus en évitant le timbre. Exact. Est-ce que ça sera facile au niveau justement Internet, informatique, de rentrer son dossier? Parfois, on voit dans les administrations que c'est un peu compliqué. Est-ce que là, vous avez simplifié au maximum pour les particuliers? Alors, on a fait nos meilleurs efforts. Après, je suis conscient que malgré tout, ça reste une procédure administrative. Ouais. C'est vrai que le surendettement, c'est une procédure qui s'adresse à des personnes qui, de façon générale, sont en grande difficulté. Une fraction d'entre elles sont des personnes qui peuvent aussi avoir des difficultés avec l'écrit et avec tout ce qui est administratif, y compris l'administratif en ligne. Alors, voir la phobie administrative.
Oui, oui, sans même aller jusque-là, mais on peut comprendre qu'on a tous été un jour ou l'autre rebutés par sûr. quelque chose vis-à-vis d'une illustration, d'une banque ou autre, ou d'une entité quelconque, fût-elle commerciale. Alors, par rapport à ça, il faut voir que la saisie en ligne peut avoir aussi des avantages, par exemple avec des infobules ou des assistances en ligne qui permettent à la personne, lorsqu'elle veut saisir un champ, d'avoir des renseignements sur qu'est-ce qui lui est demandé exactement et comment elle peut obtenir le renseignement, alors que lorsqu'elle est face à son dossier papier, si elle n'est pas accompagnée par un intervenant social, eh ben, elle est laissée seule avec sa perception. Donc, une espèce de guide quelque part. Voilà, donc il peut y avoir effectivement des aspects qui sont aidants. Après, ça reste une procédure par rapport auquel, mais là je pense que je n'ai pas besoin de convaincre les personnes qui nous écoutent, il y a besoin de faire un point précis sur une situation financière, y compris des dettes. Il y a également un cadre juridique qu'on essaie de rendre le plus lisible possible pour les débiteurs, mais qui néanmoins garde une certaine structure. Il faut les informer, ne serait-ce qu'un simple exemple. Lorsque vous déposez un dossier de surendettement, vous êtes à l'instant T inscrit au FICP, vous êtes fiché. Donc il y a forcément une information qu'on a toujours faite par rapport à ça et qui bien sûr s'est renforcée avec le RGPD. Donc, on fait ça et surtout, il faut avoir l'esprit que je viens à l'aspect communication. On va bien sûr communiquer dans les grands médias, également sur nos sites internet, sur les réseaux sociaux pour signaler cette possibilité. Mais on va être également très attentif à porter l'information, on a déjà commencé à le faire auprès de ce qu'on appelle les intervenants sociaux. Alors, les intervenants sociaux, ce sont à la fois les travailleurs sociaux stricto sensu, assistants sociaux, conseillers en économie sociale et familiale, CCAS, etc. Mais c'est également toutes les associations qui peuvent aider des personnes en difficulté financière. Ça peut être les UDAF, ça peut être Crésus, ça peut être le Secours catholique, etc. Parce que, comme aujourd'hui avec les dossiers papier, nous ferons en sorte que les intervenants sociaux puissent accompagner un débiteur en saisissant avec lui un dossier en ligne. Ah, oui. C'est quelque chose qui permet à la frange des débiteurs qui sont de plus en difficulté d'avoir une aide en direct. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'actions de formation vis-à-vis des intervenants sociaux, pour qu'en amont de nos guichets, il y ait un accompagnement qui a aussi souvent des vertus ex post et pendant la procédure, puisque les intervenants sociaux en question peuvent aider des personnes qui auraient des difficultés à lire des courriers ou peuvent, lorsque le plan se mettra en place, permettre un certain accompagnement. J'ajoute qu'on fait une deuxième action qui va se traduire en début d'année prochaine. On va essayer, enfin on a déjà essayé d'ailleurs, c'est simplement la mise en ligne qui va se faire en début d'année prochaine, de rendre un certain nombre de nos courriers plus accessibles, plus lisibles pour les personnes surendettées. Ce sont des plus accessibles, plus lisibles. Alors, en termes de contenu? Oui. Plus clair. Plus clair, c'est ça. Alors, je n'utilise pas le terme plus simple, qui eût été plus simple, justement, simplement parce qu'il faut avoir conscience que ça ne se traduit pas forcément dans tous les cas de figure par un raccourcissement. Bien sûr. Ça peut être par rapport à des phrases que l'on doit mettre dans les courriers et qui sont extraites du code de la consommation, par exemple. Le fait de mettre entre parenthèses la même chose, mais en français parlé, de façon à ce que les personnes comprennent davantage. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous expliquez à un Français lambda, votre dossier a été déclaré recevable par la commission. Bon, il faut être sorti de Polytechnique pour comprendre le sens, mais pour un certain nombre de personnes, les termes recevabilité et orientation du dossier ne sont pas forcément facilement compréhensibles. Donc dire simplement votre dossier a été accepté ou est refusé, dire la commission, au lieu d'orienter votre dossier, a choisi un certain type de solution pour vous, c'est des choses qu'on peut mettre en doute, mais vous voyez bien que ça conduit à rallonger un peu les courriers. La commission, certains peuvent penser à la petite ou grande commission, ce qui n'a rien à voir, on est d'accord. J'espère bien. Marie nous dit que pendant le Covid, les surendettés pouvaient déjà le faire par Internet. Alors, pas tout à fait. En fait, ils pouvaient transmettre des éléments. Alors d'abord, ils pouvaient toujours transmettre par courrier, oui. Et puis ils pouvaient transmettre, mais en scannant des dossiers et en l'envoyant sur, je dirais presque par courrier électronique. Là, c'est différent. Ce qu'on va faire, c'est une méthode dégradée pour faire face à la situation de pandémie. Là, ce qu'on met en place, c'est véritablement un portail. Donc, les personnes devront créer un espace personnel. Elles devront s'identifier avec France Connect. Et à partir de là, c'est un espace dédié sur lequel elles vont pouvoir, pendant toute la procédure, interagir avec la commission de façon confidentielle et sécurisée. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la situation dégradée, dont je conviens qu'elle pouvait en apparence s'y apparenter, mais qui était vraiment simplement un mode dégradé. D'accord. Avant de passer aux questions-réponses, Marc Béguéric, je voulais savoir les discussions que vous aviez eues avec les organisations syndicales, justement concernant les procédures à venir
et l'évolution de ces procédures? Alors, on a discuté avec la Direction générale du Trésor d'abord et la chancellerie, et également ensuite au comité consultatif du secteur financier. Puis, il y a eu une réunion, excusez-moi de faire, mais j'y arrive du coup, aux organisations syndicales. Ouais, bien sûr. On C'est toujours a un peu long pour discuté ensuite avec la FBF et l'ASF, récemment d'ailleurs avec le Trésor, pour établir en fait quelques mesures d'optimisation de la procédure qui ne sont pas spécifiquement pensées par rapport au contexte actuel, hein, qui sont des sujets qui sont récurrents depuis quelques années, identifiés, mais qui, dès lors qu'il y aurait un véhicule législatif qui se présenterait, pourraient en plus tout à fait être d'utilité pour la période actuelle. Alors, je précise que, compte tenu des discussions qu'on a eues, il apparaît, une fois n'est pas coutume, que ces préconisations sont relativement consensuelles. Et pour donner quelques idées, alors j'ai une diapo là-dessus, comme ça permettra à nos auditeurs de... Hop, oui, j'avais plus pensé, excusez-moi, qu'il y avait une animation sur cette diapo. Voilà. Donc la première, c'est faciliter l'articulation entre ce qu'on appelle les procédures collectives, qui concernent les professionnels, et la procédure de surendettement. Donc techniquement, il y a des personnes qui restent un petit peu entre les deux. Et ça tient en particulier au fait que pour certains types de personnes, elles peuvent, en termes de statut, bénéficier de la procédure de surendettement, mais celle-ci, de par la loi, pour déterminer le surendettement, ne prend en compte que l'endettement personnel, privé, et ne doit pas tenir compte de l'endettement professionnel. Ce qui conduit à regarder un peu la moitié de la pomme seulement, et à déclarer irrecevables pour absence de surendettement des personnes qui en réalité le sont. Donc là-dessus, il y a consensus pour indiquer qu'à l'entrée de la procédure, dès lors que ce sont des personnes qui peuvent bénéficier de la procédure de surendettement, il devrait pouvoir être pris en considération l'ensemble de l'endettement, y compris professionnel, et ce d'autant plus logiquement que lorsque les commissions, malgré tout, déclarent ces dossiers recevables, les acceptent, la loi leur permet de traiter les dettes professionnelles. Donc c'est un petit peu curieux en termes de cohérence, et que ce soit le Trésor, la chancellerie, nous-mêmes évidemment, mais aussi, avons-nous compris, les professionnels, les représentants des commissaires, représentants des créanciers, sont assez d'accord là-dessus. La deuxième chose, c'est faciliter l'accès au microcrédit. Il y a une règle de principe lorsqu'on on a un dossier de surendettement en cours, c'est bien entendu de ne pas aggraver son endettement. Il y a une exception possible, mais avec l'avis de la commission. Dans ce cas-là, c'est d'ailleurs pas un accord formel, c'est simplement que la commission accepte, au vu de la demande qui lui est faite, de dire par exception, je considère que vous pouvez prendre un crédit supplémentaire. C'est très rare, c'est pour des montants limités, et en général, c'est pour des choses très précises, hein, du style remplacement de la voiture dont la personne a besoin pour travailler. Voilà, typiquement. Donc on comprend bien que dans ce genre de cas, tout le monde a intérêt quand même, pour la pérennité, à faire un effort. Donc par rapport à ça, pour le microcrédit, il y a des choses qui ont été mises en place avec un certain nombre d'acteurs du microcrédit qui font que lorsque les dossiers sont présentés, le créancier qui n'a pas encore octroyé le crédit, mais qui a déjà fait l'analyse, a déjà pris en compte toutes les données. On sait que dans le cadre du microcrédit, la personne va être accompagnée, et donc il n'y a pas de valeur ajoutée particulière à l'accord de la commission. Donc ce n'est pas une énormité, je dirais, quelque chose d'important dans la procédure, mais c'est pour fluidifier un peu le travail des commissions, de ne pas passer du temps sur des sujets qui finalement ne font pas débat et où la valeur ajoutée administrative n'a pas de sens. Donc la commission resterait informée, mais elle ne donnerait plus d'avis, uniquement pour le microcrédit, je précise. Faciliter la tenue des commissions de surendettement à distance, s'il y a parmi nos auditeurs des personnes qui sont commissaires, je pense qu'elles voient ce dont je parle. De facto, pendant le confinement, on a tenu les commissions à distance. Et l'idée, c'est simplement de sécuriser légalement cette possibilité. Il y a une commission de surendettement par département, mais il y a parfois des commissaires qui ne sont pas sur place, si je puis dire, qui ne sont pas dans le chef-lieu de département. Et donc, pour eux, ça pourrait être une modalité. Et bien sûr, on pourrait tenir des commissions de surendettement en mode mixte, c'est-à-dire avec des membres en présentiel et des membres à distance. C'est assez consensuel. Et de toute façon, c'est juste ouvrir la possibilité. Après, c'est chaque commission qui fait comme elle veut. Les deux seront mis en place. Et la dernière chose, c'est améliorer l'efficacité du traitement des PRP avec LJ, pardon pour le jargon, procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Alors, c'est vraiment le cas le plus lourd. Donc, c'est une situation irrémédiablement compromise, pas de capacité de remboursement. On part vers un effacement de dette, mais comme il y a un actif, ce n'est pas la commission qui l'impose. Le dossier est transmis au tribunal. Alors là, il y a deux choses. D'abord, quand ça arrive au tribunal, en général, ça dure.
Il y a un problème de désignation, notamment du mandataire liquidateur qui doit faire le travail, si je puis dire, hein, pour régler le patrimoine et apurer le passif. Donc là, on souhaite, avec la chancellerie, trouver une solution pour accélérer le processus. Ça, c'est le premier point. Puis il y a un deuxième détour, et là aussi, pardon d'être technique. Pour aller vers ce type de solution, il faut l'accord formel du débiteur. On le comprend, parce qu'on lui dit qu'on va en général vendre sa résidence principale, et donc on comprend que la personne, avant de l'orienter vers cette solution-là, on lui demande une dernière fois, est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça? Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi, lorsque la personne dit non, je ne veux pas, c'est renvoyé à la commission qui doit se débrouiller avec les autres possibilités. Or, les autres possibilités, elles sont conçues pour des personnes qui ont une capacité de remboursement. Donc, les commissions se retrouvent dans une impasse. Donc là, l'idée, c'est simplement de dire, quand une personne refuse la procédure avec liquidation judiciaire, c'est d'en tirer pleinement les conséquences et donc de clôturer la procédure. Ça impliquerait bien sûr une attention pédagogique forte, hein, c'est-à-dire que de la même façon qu'on appelle l'attention des gens sur ce qu'est cette solution-là, avant de clôturer leur dossier, on les appellerait bien entendu pour leur dire vous êtes bien sûr d'avoir compris, est-ce qu'on est bien d'accord, etc. Mais ça éviterait aux commissions de devoir statuer sur une situation qui est par nature insoluble, puisque la seule solution possible est celle qu'elle avait proposée et que le débiteur l'a refusée. On a beaucoup de questions sur chat, mais bien évidemment, c'est encore mieux si vous prenez la parole, qu'on vous voit, qu'on vous entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans le public pour poser une question?